Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour ce nouveau cours dans le cadre du projet 2, les sciences en cuisine spécial pizza. Commençons par faire un point sur notre travail. Nous avons terminé la partie 1 qui concerne l'hygiène alimentaire. Nous avons vu quels étaient les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire les micro-organismes dangereux qui pouvaient se développer sur les aliments. Nous avons vu comment mieux conserver les tomates, comment mieux conserver le lait. Nous avons également travaillé sur les règles d'hygiène à appliquer en cuisine. Nous avons également travaillé sur la partie 2, les besoins nutritionnels. Nous avons vu quels étaient les aliments à manger, quelles étaient les quantités à respecter, quelles étaient les qualités à respecter. Nous avons vu qu'il fallait manger des glucides, des lipides, des protéines, en respectant la pyramide alimentaire. Et nous avons terminé également la partie 4 qui concernait la livraison de la pizza. Nous avons vu notamment l'évolution du vélo, l'évolution du téléphone avec lequel on peut contacter le livreur. Nous avons travaillé sur les signaux que l'on pouvait rencontrer dans la rue. Nous avons également travaillé sur la trajectoire et la vitesse de ce livreur. J'en profite pour dire que les parties 4.1, 4.2 et 4.3 ont été réunies dans une seule colonne, la colonne intitulée Partie 4, livrer la pizza. Avant d'aborder les autres parties, je vous propose de continuer et de terminer la partie 3, concevoir un objet. C'est parti pour la conception d'un objet technique. Partie 3, concevoir un objet. Nous avions défini ensemble une problématique. Comment faire fonctionner le compost le mieux possible. Nous avions également défini un objectif. Créer un outil qui permette d'expérimenter différents types de compost. Cet outil doit permettre de voir avec quelles épluchures le compost fonctionne le mieux. Nous avons défini un certain nombre d'étapes à respecter pour suivre un projet. Lorsque l'on se lance dans un projet, il faut commencer par l'étape 1, définir les contraintes. Ensuite, dans un projet, il y a une étape 2, c'est la recherche d'idées. Nous continuons avec l'étape 3, où nous allons modéliser le réel. L'étape 4 concerne les processus, les plannings, les protocoles, les procédés de réalisation. Dans l'étape 5 d'un projet, on choisit les matériaux que l'on va utiliser. Dans l'étape 6, nous allons fabriquer une maquette, un prototype. On va définir de quoi il s'agit. Et dans l'étape 7, nous allons faire un certain nombre de vérifications et de contrôles sur les dimensions, sur le fonctionnement de cet objet. Commençons par l'étape 1, notion de contrainte. Nous avions défini ce qu'était une contrainte. Je vous rappelle la définition. Une contrainte est une obligation dont il faut tenir compte lors de la conception d'un objet technique. Nous avons défini un certain nombre d'obligations grâce aux documents qui étaient proposés. Une obligation qui est revenue dans beaucoup de groupes est permettre de comparer un test et un témoin. Autre obligation, il faut que le compost soit aéré. Il faut que ce bac puisse garder l'humidité. Autre obligation, il faut permettre l'entrée des micro- et des macro-organismes. Les micro-organismes sont les bactéries, les champignons. Les macro-organismes sont les organismes que l'on voit à l'œil nu, comme les vers de terre, les insectes. Autre obligation, il faut mettre les déchets verts à l'intérieur. Et enfin, il faut pouvoir mesurer la température en permanence, tout comme l'humidité. Ces obligations à respecter, on appelle cela les contraintes. Pour respecter ces contraintes, nous sommes passés à l'étape 2, la recherche d'idées. Petite définition, les idées qui permettent de répondre aux contraintes, on appelle ça des solutions techniques. Nous avons déjà vu ce qu'était une solution technique dans le projet 1, Vivre sur Terre et ailleurs, coloniser la planète Mars. Un petit rappel des définitions. Les solutions techniques correspondent à la manière dont l'objet peut effectuer des fonctions techniques
Et une fonction technique correspond à ce que l'objet peut faire. Alors, quelles sont les solutions techniques que vous avez pu proposer? Pour en faire la liste, je vous propose un tableau. Dans la colonne de gauche, j'ai rappelé les contraintes que nous avions définies, c'est-à-dire les obligations à respecter. Et dans la colonne de droite, les idées, c'est-à-dire les solutions techniques que vous avez trouvées. Pour respecter la contrainte, permettre de comparer un test avec un témoin, on peut proposer comme solution technique de faire 2 bacs. Pour la contrainte être aéré, on peut proposer la solution technique, mettre des trous sur les côtés. Pour la contrainte, pour l'obligation garder l'humidité, on peut proposer comme idée mettre un couvercle. Pour respecter la contrainte, permettre l'entrée des micro et des macro-organismes, les vers de terre par exemple, on peut proposer comme idée, comme solution technique, laisser le fond des bacs ouvert. Pour respecter la contrainte pouvoir mettre des déchets verts à l'intérieur, on peut proposer comme idée un bac assez grand, 1 mètre de long, 1 mètre de large et 1 mètre de haut. Pour respecter la contrainte, c'est-à-dire l'obligation de mesurer la température en permanence, on peut proposer comme solution technique, comme idée, de mettre un capteur de température qui serait relié à une carte microbit qui enregistrerait les données. Il en est de même pour l'humidité. Si on veut la mesurer en permanence, on peut mettre un capteur d'humidité dans cette boîte. Lorsque l'on a défini les contraintes, c'est-à-dire les obligations à respecter, qu'on a trouvé des solutions pour respecter ces obligations, on peut passer à l'étape 3, la modélisation du réel. Qu'est-ce qu'une modélisation? Une représentation virtuelle ou modélisation, c'est une technique qui permet de visualiser un objet sous tous les angles à partir d'un logiciel sans être obligé de réaliser réellement cet objet. Cette modélisation peut être faite en 2D ou en 3D. Qu'est-ce que c'est? C'est la représentation d'un objet dans le plan en 2 dimensions ou dans l'espace en 3 dimensions. La modélisation est réalisée par un concepteur, c'est la personne qui imagine, qui dessine l'objet technique. Cette modélisation va permettre de vérifier une solution technique avant de la réaliser réellement. On peut se rendre compte lors de cette modélisation qu'une solution qu'on avait proposée ne fonctionne pas. Voici un exemple de modélisation que l'on peut faire par exemple sur le logiciel SketchUp qui est présent sur vos ordivals. Lorsque l'étape 3 est terminée, nous allons pouvoir passer à l'étape 4, processus, planning, protocole et procédé de réalisation. Tout d'abord, il faut faire la liste des pièces nécessaires. Par exemple, dans notre projet, pour chaque bac, on va avoir besoin d'un couvercle, de 4 côtés percés de trous, de vis pour les angles, d'un thermomètre connecté, d'un hygromètre connecté et de charnières pour faire pivoter le couvercle. Ensuite, on détermine les procédés de fabrication. Un procédé de fabrication, c'est l'ensemble des techniques de transformation de la matière utilisées pour fabriquer une pièce. Par exemple, si on prend un côté de notre boîte, il y a 3 procédés de fabrication nécessaires. Prenons une planche. Cette planche, il va falloir y creuser des trous. C'est ce qu'on appelle le contournage intérieur. Il va falloir également percer pour pouvoir insérer les vis qui nous permettront de fixer les charnières et les autres côtés de la boîte. Et enfin, troisième procédé de fabrication, c'est le découpage de cette planche aux bonnes dimensions, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. On est donc passé d'un morceau de bois à un côté de notre boîte, aux bonnes dimensions, avec des trous pour les vis et un contournage intérieur pour l'aération. Ensuite, on ordonne les opérations de la fabrication de chaque pièce. Pour cela, on détermine un processus et un planning. Un processus, c'est une suite d'opérations à réaliser
dans un ordre défini pour fabriquer une pièce. Un planning, c'est la planification des opérations dans le temps. Par exemple, reprenons les 3 opérations que l'on a vues précédemment, le contournage intérieur, le découpage et le perçage. On définit que l'étape 1, qui se fera à une certaine date, sera le découpage. On commence par découper la planche aux bonnes dimensions. L'étape 2, qui se fera à une date ultérieure, c'est le contournage intérieur. Une fois qu'on a découpé la planche, on peut creuser les trous pour l'aération. Et enfin, l'étape 3, qui se fera à une dernière date, sera le perçage, pour que l'on puisse insérer les vis qui permettront de fixer les côtés ensemble. Pourquoi on perce après le découpage? Tout simplement parce que si la planche n'est pas aux bonnes dimensions, on ne sait pas où percer les trous pour mettre les vis. Il est donc important de respecter les opérations dans l'ordre. Enfin, un objet composé de plusieurs pièces nécessite une solution d'assemblage déterminant l'ordre dans lequel les pièces doivent être assemblées. Par exemple, dans l'étape 1, on propose de commencer par l'assemblage des côtés numéro 1 et 2. L'étape 2, c'est l'assemblage du côté numéro 3. L'étape 3, l'assemblage du côté numéro 4. L'étape 4, c'est l'installation des charnières qui permettront de faire pivoter le couvercle. L'étape 5, c'est l'installation du couvercle. Et l'étape 6, c'est l'installation des appareils de mesure. Pourquoi il est important de définir ces étapes dans un ordre précis? On ne peut pas installer le couvercle avant de mettre les charnières. On ne peut pas installer le couvercle avant d'avoir assemblé les 4 côtés. On ne peut pas installer les appareils de mesure avant d'avoir assemblé les 4 côtés. Il est donc important de réfléchir à l'ordre des étapes, c'est-à-dire à une solution d'assemblage. Nous allons pouvoir passer à l'étape 5, le choix des matériaux. Il est nécessaire de faire la liste des caractéristiques de chaque matériau possible. On détermine ainsi lequel présente le meilleur compromis. Par exemple, on peut regarder le prix. On va comparer le bois en contreplaqué, le carton, l'aluminium, la mousse, le PVC expansé et le plastique PLA. Nous avons le prix de vente et de conditionnement, c'est-à-dire d'emballage, la surface ou la masse vendue en magasin, et le prix unitaire, c'est-à-dire le prix en euros par mètre carré. Si on compare tous les prix unitaires, on voit que le bois est plus cher que le carton, mais bien moins cher que l'aluminium par exemple. On peut également regarder l'aptitude des matériaux étudiés au découpage et au pliage. Nous savons que nous devrons découper le bois. On voit ici que l'aptitude au découpage est facile. Il est difficile à plier, mais nous ne comptons pas le plier dans notre projet. Nous pouvons également choisir un matériau en fonction de son respect de l'environnement. Par exemple, nous voyons que le bois est une ressource renouvelable. Cela signifie que si on coupe un arbre pour en faire des planches, on peut replanter un arbre et au bout de quelques années seulement, la ressource est renouvelée. C'est-à-dire qu'on a à nouveau un arbre pour faire du bois. On voit en revanche que l'aluminium n'est pas renouvelable. En effet, si on prend de la bauxite, qui est la roche pour faire de l'aluminium, et qu'on la transforme en aluminium, eh bien, il n'y en a plus dans l'environnement. Il faudra des millions d'années pour que cette ressource se renouvelle. Elle n'est donc pas renouvelable au cours d'une vie humaine. Si nous choisissons le bois, nous choisissons donc une ressource renouvelable, c'est-à-dire que dans quelques années, de nouveaux arbres seront présents dans la forêt, alors que si nous choisissons l'aluminium, c'est une ressource non renouvelable, c'est-à-dire que si on prend toute la bauxite qu'il y a à un endroit, eh bien dans quelques années, il n'y aura plus de bauxite pour faire l'aluminium. Elle ne se renouvelle pas en quelques années seulement. Une fois qu'on a choisi le matériau,
Nous pouvons passer à l'étape 6, la réalisation d'une maquette ou d'un prototype. Une maquette est une représentation réelle d'un objet technique en respectant ses proportions. Un prototype, c'est le premier exemplaire réalisé d'un objet technique. Ce prototype permet de tester la conformité de l'objet et surtout son bon fonctionnement. Pour réaliser notre prototype, nous aurons besoin de deux outils. Une scie circulaire, sa lame nous permettra de couper les planches aux bonnes dimensions, et une perceuse colonne qui permettra de percer les trous nécessaires pour assembler les planches entre elles. Enfin, nous passons à l'étape 7, l'étape de vérification et contrôle. Les concepteurs décident des dimensions, c'est ce qu'on appelle les cotes nominales d'un objet technique, mais également des tolérances nécessaires à un fonctionnement correct. Par exemple, si on décide qu'un côté fait 1 mètre de large, la cote nominale est 1 mètre. Mais on peut définir une tolérance. Si le côté fait 1,0001 mètre, il y a une petite différence, mais l'objet fonctionnera quand même. Par contre, si au lieu d'avoir un côté qui fait 1 mètre, on a un côté qui fait 1,5 mètre, on ne pourra pas assembler les quatre côtés ensemble, l'objet ne pourra pas fonctionner. Pour vérifier une fabrication, il convient de contrôler certaines cotes, donc contrôler certaines dimensions, à l'aide d'instruments de mesure ou de gabarits de contrôle. Voyons de quoi il s'agit. Vous avez ici plusieurs instruments de mesure. Ici, dans ce document 1, vous avez une solution pour mesurer une dimension avec un pied à coulisse numérique. Donc nous avons ici la pièce à mesurer et automatiquement cet appareil mesure la largeur de la pièce. Nous pouvons mesurer également avec un réglet et une butée. Cette butée permet d'aligner la pièce à mesurer et le réglet. Et on peut mesurer un angle avec un rapporteur. Nous avons parlé tout à l'heure de la tolérance. Si par exemple on veut qu'une planche fasse 50 mm, c'est le cas ici, on peut accepter qu'elle fasse 2 mm de plus ou 2 mm de moins. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Qu'est-ce qu'un gabarit ? Un gabarit, c'est un objet qui nous permet de vérifier très rapidement si une pièce a une bonne longueur. Par exemple, sur ce gabarit, on a une longueur minimale, c'est le bas du trait noir, et une longueur maximale autorisée, c'est le haut du trait noir. La pièce numéro 1 est sous le trait noir, donc sous la longueur minimale. La pièce numéro 2 est au-dessus du trait noir, donc au-dessus de la longueur maximale. La pièce 3, elle, est entre la longueur minimale et la longueur maximale. Le gabarit permet donc en un coup d'œil de voir que cette pièce 3 est correcte. Ce gabarit permet de voir si l'angle de pliage est bon. C'est le même principe. Si la pièce est dans la partie noire, l'angle de pliage est bon. Si par contre elle dépasse l'angle minimal ou l'angle maximal, l'angle de pliage n'est pas bon. Le gabarit permet donc en un coup d'œil de voir si la pièce a été bien façonnée. Si l'on résume, lorsque nous choisissons une démarche de projet, lorsque l'on veut réaliser un projet, il y a plusieurs étapes à respecter. Nous les avons vues ensemble. L'étape 1 correspond à la définition des contraintes. L'étape 2 correspond à la recherche d'idées. L'étape 3 à la modélisation du réel. Dans l'étape 4, nous définissons un processus, un planning, un protocole et procédés de réalisation. Dans l'étape 5, nous faisons un choix de matériaux. Dans l'étape 6, on réalise une maquette, un prototype.
Et enfin, l'étape 7 correspond à l'étape de vérification et de contrôle des dimensions et du fonctionnement de notre objet. Vous retrouverez toutes ces définitions et toutes ces explications dans la partie 3 de votre Padlet, ainsi que cette vidéo explicative. Nous avons donc terminé cette partie 3. Nous avons vu comment concevoir un objet, ici un composteur connecté. À bientôt!